Bien, bonjour, merci d'être là aussi nombreux et aussitôt. Merci beaucoup. Alors, je vais commencer par la partie la plus triste. Normalement, c'est pas moi qui devrais être ici puisque je remplace Églantine Lebac qui malheureusement vient de perdre son papa. Voilà. Et les funérailles ont lieu demain. Alors, je viens... Attendez, excusez-moi, mais je suis dans l'émotion. Non, vous êtes là maintenant pour assister à une conférence de Patricia Pereira Rios, qui nous vient de l'université La Laguna à Tenerife et qui a fait ses études à Barcelone, je ne crois pas me tromper, et à Montpellier, et puis qui maintenant est professeur à l'université chargé de cours à l'université de La Laguna et qui a l'année passée organisé un colloque sur le surréalisme qui était vraiment tout à fait passionnant, notamment avec pour invité d'honneur Annie Lebrun. Voilà, je ne vais pas être plus longue parce que je crois que le temps va nous presser, puisque après nous aurons la chance de voir un film tout à fait surprenant sur Tenerife qui a été réalisé par Isabelle Dirks, mais ça je la présenterai tout à l'heure et je crois qu'elle se présentera bien elle-même aussi. Vous allez donc entendre parler d'un mouvement qui est très peu connu, qui est le surréalisme à Tenerife, en tout cas aux îles Canaries, et je vais laisser Patricia vous découvrir ce mouvement assez mystérieux qui pourtant a été évoqué par Breton dans L'amour fou, qui reste un ouvrage culte, je crois, pour les amateurs de surréalisme. Voilà, merci Patricia. Merci Christine. Merci beaucoup. Voilà. Alors, je tiens d'abord à remercier Christine Béchet de m'avoir invitée et de m'avoir aussi proposé le thème. Le thème, c'était la comparaison des deux expositions surréalistes, l'une qui se tient d'abord à Tenerife, en 1935 aussi, et l'autre qui se tient à la Louvière. Alors, je te remercie beaucoup, je vous remercie de m'avoir invité. Je remercie aussi le Délibule et surtout aussi Madame Églantine, la coordinatrice. Et je remercie aussi la ville de la Louvière de m'avoir invité et je vous remercie tous d'être ici. Merci beaucoup. Voilà, alors je vais commencer. Dans cette première diapositive, vous avez les deux catalogues des deux expositions. Et c'est intéressant tout d'abord de constater que la salle de Tenerife c'était tenue entre le 19 et le 22 et le vendredi mai, mais après c'est jusqu'au 24. Et la Louvière, c'était entre le 13 et le 27 octobre. Alors on pourrait d'abord se demander pourquoi Breton n'avait jamais cité ces deux expositions comme faisant partie de expositions internationales. Selon un critique, Emmanuel Guigon, il dit que c'est parce que, par exemple, Belle-Mère, enfin non, ça c'est après, c'est que à Tenerife, le seul artiste qui n'appartenait pas au groupe parisien, c'était Siski. Moi, on pourrait lui retorquer que Belle-Mère était venue à Paris seulement à partir de 1938, par exemple. Et puis aussi, la présence, par exemple, de Magritte à Tenerife, qui n'appartenait pas non plus au groupe parisien. Donc, pour moi, en fait, ce seront, et c'est ça ce que je vais vous montrer, ce sont deux expositions surréalistes. Et je vais aussi essayer de faire une petite chronologie des expositions surréalistes qui s'étaient tenues, disons, entre 1936 et entre 1930
1934-35 et 1936. Alors, la première a été celle de Minotaure, à Bruxelles, dans le Palais de Beaux-Arts, organisée, je crois, par Messens. Et puis celle de Copenhague, entre le 15 et 28 janvier 1935, qui s'appelait pas surréalisme, mais cubisme surréalisme. Alors, puis celle de Tenerife, et je vous dis, Breton ne la cite pas dans son introduction à l'exposition internationale du surréalisme tenue dans la galerie Daniel Cordier en 1954, mais cependant, celle de Tenerife est, disons, une photo de l'exposition de Tenerife apparaît dans la dernière page du dictionnaire abrégé du surréalisme de 1938. Et donc, c'est déjà aussi à signaler. Puis, la 5e serait tenue à Londres en 1936. C'est intéressant parce qu'il y a deux artistes aussi, Benjamin Perret qui s'était rendu sur l'île lors de l'exposition avec Breton et Jacqueline Lamba, sa femme. Et il la cite dans les je crois que c'était le numéro 3-4 de Cahiers d'art. Il cite celle de Tenerife, et David Gascoigne, qui participe aussi à ce numéro, le cite aussi. L'exposition. Voilà. Alors, pour une première comparaison, il faudrait, donc je reviendrai là-dessus, bien entendu. On dirait que, voilà, à Tenerife, il y a eu la présence des surréalistes, André Breton et Jacqueline Lamba, qui venaient de se marier, et elle était déjà enceinte de sa fille Aube. Donc pour eux, c'était aller à l'Éden, c'était les îles paradisiaques, etc. On verra. À l'époque, elles étaient plus paradisiaques que maintenant, n'est-ce pas, Isabelle? Et voilà disons que c'est vrai qu'à la Louvière, je pense qu'à l'époque, il n'y avait pas un rapport très étroit entre Chavet, par exemple, et André Breton. C'est un rapport qui va venir après. Et un rapport amical, je dirais que très étroit. Mais qu'est-ce qui se passe à la Louvière? C'est qu'il y a eu une manifestation surréaliste, chose qui l'oppose, disons, à celle de Tenerife, où il n'y a eu qu'une sorte de présentation lors du vernissage de l'exposition, et tout court, non? Alors, il y a eu des lectures de textes, on le verra aussi tout à l'heure. Je voulais, pour cette petite introduction, signaler aussi la parution des 4 bulletins internationaux du surréalisme. Le premier à Prague, le deuxième à Tenerife, mais c'était le 3e à paraître, le 3e à Bruxelles, qui était le 2e à paraître, mais le numéro était donc, c'était le 3e, et puis le dernier à Londres. C'est aussi entre 1935 et 1936, entre avril 1935 et septembre 1936. Je pense que ça, c'est aussi à signaler. Voilà. On pourrait aller à l'autre diapositive. Ah, merci. Alors, je vous présente ici la photo. C'est à peu près la même photo que Breton nous présente dans la clôture de dictionnaire abrégé du surréalisme de 1938. Et là, on voit, là, tout à gauche, Domingo López Torres, donc, qui appartient au groupe surréaliste canarien, puis Benjamin Perret en costume blanc, puis Eduardo Westerdahl qui était fils d'un Suédois et une Canarienne, et qui était le directeur de Gaceta de Arte, qui est la revue qui agglutine tous les surréalistes canariens, et puis Jacqueline Lamba, la belle Jacqueline, puis André Breton, puis Agustin Espinosa, qui est celui qui avait écrit
le roman par excellence du surréalisme plus que canarien. C'est un crime, c'est un roman d'un amour fou malheureux. Et donc le protagoniste se venge en tuant plusieurs fois, je dirais une centaine de fois, la femme aimée. Et c'est l'une des, je dirais que la clé de voûte du surréalisme espagnol. Je vais le dire de passage, mais vous savez qu'en Espagne, c'est vrai qu'il y a eu disons, des voix soi-disant qui côtoient le surréalisme dans une certaine mesure, par exemple Lorca, je dis en Espagne parce que je ne compte pas Buñuel ni Dali qui appartiennent, bon Dali moins après, mais donc qui comptent plutôt dans le groupe parisien, n'est-ce pas? Alors qu'en Espagne, et Miro aussi, en Espagne, il n'y a pas eu vraiment un mouvement surréaliste, sauf celui des Canaries. Ça, c'est aussi à signaler. Après Agustin Espinosa, c'est De la Rosa, qui était aussi un collaborateur, et puis Pérez Minic, qui est le dernier, qui était un bel homme, et qui était le trésorier de la revue. Disons que Westerdal, celui qui est à côté d'André Breton, et de Jacqueline Lamba et Minic, était le moins, ils n'étaient pas surréalistes en fait. Et ils ont imprimé à Gaceta de Arte, voilà, leur propre saut de, voilà, dans ce tout premier numéro des Gaceta de Arte, il y a la position, ils fixent la position de la revue. Ils vont la fixer pendant pas mal de numéros parce qu'elle va changer un petit peu. Mais là, on voit, il y a aussi la présence, vous le voyez, de l'architecture, etc. C'était donc une revue ouverte aux tendances des avant-gardes, mais pas exclusivement surréalistes. Et ça, c'est important parce qu'elle n'a jamais adhéré pour peu que ce soit. Enfin, elle a adhéré du côté de la faction surréaliste de Tenerife qui se forme, disons, qui se forme autour de la revue et dont je viens de vous citer le premier López Torres, le deuxième Agustin Espinosa, mais il manque encore deux autres que je vais vous présenter tout à l'heure. Alors, voilà. La Gaceta de Arte, c'est donc une revue, on pourrait la définir comme culturelle, c'était une revue importante à l'époque, pas seulement pour les Canaries, mais pour l'Espagne, et je dirais aussi pour l'Europe. Enfin, c'est pas moi qui le dis, ce sont d'autres chercheurs qui l'affirment, je suis d'accord. Alors, c'est une revue qui se publie entre 1932 et 1935, bien entendu à cause aussi du coup d'État fasciste. Après, alors Westerdal, Pérez Minic, Espinosa avec son crime dont je viens de vous parler, l'imprévu de López Torres qui était le tout premier personnage vêtu en noir. Et c'est intéressant aussi parce que l'imprévu qui est publié qui a été écrit en 1936, mais il a été publié une cinquantaine d'années plus tard. Pourquoi? Parce qu'il a été détenu, incarcéré à Faifes, c'était voilà, un lieu où l'on enfermait les gens, un camp de détention. Et finalement, on va le tuer, on va le prendre, on va l'attacher à des pierres, des blocs de pierre. Il a été jeté à la baie de Santa Cruz. Et il a été mis dans un sac. Et voilà, c'était l'une des victimes. Et il avait aussi, je crois que pressenti ça, parce que à Gaceta de Arte, il avait écrit dans un moment donné. Je suis prêt à tout sacrifier pour mes idées. Et oui, il a tout sacrifié pour ses idées. Puis García Cabrera, qui était très... Et López Torres, il a été incarcéré, bien entendu, parce qu'il était révolutionnaire, il était un communiste convaincu. Et García Cabrera aussi, mais il a eu plus de chance, parce qu'il était amené à Río de Oro, une possession espagnole au Sahara, et il a pu s'en échapper. Et il a rejoint le camp républicain dans le sud de l'Espagne.
Donc Garcia Cabrera est mort de mort naturelle bien des années après. Le bassin du port au réveil, et c'est intéressant aussi de signaler que c'est pour ce qui est de l'automatisme, on ne le, disons, les Canariens ne s'adonnent pas tellement. C'est seulement Garcia Cabrera qui avait composé en une sorte de partition, n'est-ce pas, le recueil de poèmes en écrivant d'adjectifs qui lui venaient à l'esprit, de noms, des verbes, et il les accouplait voilà, selon leur arrivée dans son esprit. Donc vous voyez, c'est aussi une méthode automatique. Et il a été fait, donc le bassin du port réveil aussi en 1936, rédigé en 1936, mais publié aussi une cinquantaine d'années plus tard. Donc ce qui est aussi assez parlant de ce qui se passe. Et puis Gutiérrez Salvelo, qui était, je dirais que le moins convaincu du point de vue du surréalisme en tant que mouvement éthique aussi. Donc vous savez mieux que moi que le surréalisme est un mouvement que l'on peut pas, dont on ne peut pas dire voilà, dont on ne peut pas séparer l'éthique de l'esthétique. C'est impossible parce que c'est une forme de vie, une forme voilà, une forme de vie aussi. Alors, Gutiérrez Salvelo, lui, il avait l'énigme il a écrit aussi un recueil parce que, vous voyez, sauf Espinosa, dans le roman Crime, donc c'est un roman, mais lyrique absolument, et c'est une affaire aussi des poètes, comme à la Louvière, et comme aussi en Belgique en général. Donc c'est aussi quelque chose à remarquer. Alors, Gutiérrez Salvelo, lors du putsch franquiste, va rejoindre, enfin, c'est incompréhensible, mais c'est comme ça, il commence à rédiger des textes religieux. Il y a par exemple un texte sur le Christ de Tacoronte qui est abominable. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il faut le dire la vérité, n'est-ce pas? D'accord. Alors, Pedro Garcia Cabrera, c'était juste pour que vous voyiez aussi son faciès, qui avait un faciès assez marqué, canarien, c'est marqué. Puis il était très aimé aux Canaries parce qu'il avait accompagné les nouveaux poètes. C'était un personnage très très aimé, une personne très aimée. Puis Gutiérrez Salvelo, je vous ai apporté ce dessin parce que c'est un dessin d'un des peu surréalistes canariens, enfin, qui appartiennent au surréalisme, à la faction surréaliste de Tenerife, qui était peintre aussi. Parce que Dominguez n'appartient pas donc au mouvement canarien, mais à celui parisien. Voilà. Alors, quelles sont grosso modo les caractéristiques? D'abord, la connaissance des textes surréalistes et autres, et je l'écris parce que on le verra aussi à la Louvière. Il y a aussi à la Louvière, il y a eu une connaissance très étroite, par exemple, des manifestes du surréalisme et d'autres textes, parce qu'ils étaient à la bibliothèque communale. Alors, on reviendra là-dessus. Alors voilà, ce Breton, Éluard, Aragon, Perret, Mélotré, Hamon, Rimbaud, Baudelaire aussi, qu'il connaissait. Par rapport à ce qui est, disons, leur rattachement politique, c'était Albello et Spinoza, Spinoza, celui qui avait écrit Crime, et qui n'était pas très, très branché sur la politique. Voilà, c'était comme ça. Donc on peut aussi dire que peut-être c'est un surréalisme un peu particulier, mais puisque voilà, disons l'engagement politique dans le surréalisme, c'est vrai qu'après Breton avait déjà à ce moment des difficultés avec le Parti communiste français,
Et voilà, il y a eu aussi un détachement que tout le monde connaît, et le pourquoi. Si vous voulez, après on pourrait peut-être en parler un petit peu. Et Westerdal et Mini qui s'en tenaient aussi un peu voilà, sur ces gardes. Alors, les surréalistes, c'est le groupe surréaliste qui se produisit, non, qui se produit autour de Espinosa, autour de la revue Gaceta de Arte, c'est Espinosa, o sea, Agustín Espinosa, García Cabrera, López Torres y Albelo. Et versus, en opposition avec les avant-gardistes, Westerdal et Minnick. Mais tous, ils étaient pour la liberté d'expression. Donc, dans l'affaire Aragon, lors de l'affaire Aragon, ils se placent aussi du côté d'Aragon, même si Aragon, après, ne se place pas du côté de ceux qui l'avaient défendu. Chose qui est un peu bizarre et un peu... enfin... alors, liberté, anticléricalisme aussi, en général, sauf bien entendu, je vous avais dit Albelo, Gutiérrez Albelo, d'accord? Et contre aussi les institutions de la famille et de la patrie, surtout de la patrie, mais aussi de la famille. Voilà. Ah oui, voilà. Donc j'avais plus ou moins aussi, enfin pour faire un peu le point, López Torres Lavoatari, García Cabrera qui avait rejoint après la guerre civile, enfin lors de la guerre civile le camp républicain, Espinosa qui avait rejoint la phalange, il avait vécu très peu d'années après le coup d'État, et il paraît que des suites à un ulcère. Et voilà, et il avait rejoint la phalange, parce qu'il s'était dit phalangiste. Voilà. Et puis Albelo avec son crise de Tacoronte que je vous avais déjà cité. Alors, pour commencer, je voulais, voilà, seulement, c'est une photographie très connue, n'est-ce pas? Et vous savez que le groupe bruxellois, c'est le premier groupe du surréalisme international. Je pense que c'est intéressant de le noter aussi. C'est qui commença déjà à ses préambules, pourrait-on dire, en 1924. C'est vrai qu'il se constitue en 1926 avec, je ne sais pas si je vais oser lire les noms, parce qu'il y a des noms qui pour moi sont difficiles à prononcer. Von Osteyen, Bursens, Oreman, vous me pardonnerez. Vous me pardonnerez. Et Éric de Houleville, le comte, bien entendu, Messens, Magritte, Skutner, bien sûr, André Souris et Paul Nouget, si je ne m'abuse. Voilà. C'est vrai que voilà, là on peut voir debout Messens, Magritte, Skutner, Souris et Nouget, de gauche à droite, puis assise Irina Moire, Marthe Beauvoisin et Georgette Magritte. Voilà. Et je voudrais signaler le fait de l'apport Dada du bruxellois, mais aussi du groupe du Hainaut, que l'on verra par la suite, et qui diffère de celui de Tenerife, qui n'avait pas eu des rapports avec Dada, parce qu'il n'y avait pas eu de groupe Dada à Tenerife. D'accord? C'est peut-être aussi à signaler. Il y avait, je voudrais signaler cet apport Dada de Claude, je crois qu'il s'appelait Claude Pansers, puis Paul Jostens, c'est ça? Et encore Pansers, et puis Paul Van Osteyen. Oh, voilà, c'est la prononciation peut-être qui fait défaut. Excusez-moi. Et puis, il y a aussi, je voudrais signaler l'apport de correspondance, la revue tenue par Paul Nouget, Marcel Lecomte et Goumans. Voilà. C'est bien prononcé, Goumans, voilà. Et le journal bimensuel pour la belle jeunesse de Marie, qui avait aussi collaboré, disons, à cette mise en place du groupe. Il y a aussi, je voudrais, parce qu'il faut le dire, la réticence du groupe bruxellois à l'adhésion au Parti communiste français du groupe surréaliste parisien. D'accord, c'est aussi à signaler. Ils étaient aussi
rangé du côté d'Aragon, lors de l'affaire Aragon en 1932. Voilà, l'affaire Aragon, je ne sais pas si vous voulez que je vous l'explique un petit peu. C'est après la publication, si tout le monde est au courant, je ne sais pas. Ou je vous l'explique, je l'explique un petit peu. L'affaire Aragon, c'était, c'était après la publication de Front Rouge. Front Rouge, c'est un poème d'Aragon où il disait, où il disait qu'il fallait descendre dans la rue et tuer les flics. Voilà. Et alors, c'est un qui n'était pas publié d'ailleurs en France, mais était publié en Russie. Mais voilà que le poème est saisi et voilà, il y a eu toute une problématique autour de ça. La question, c'est que les amis, à ce moment, enfin les amis qui étaient déjà un peu loin d'Aragon, parce qu'Aragon s'était un peu éloigné déjà, et dont Breton avait répondu à cette saisie par un appui absolument magnifique vers lui. Mais le problème, c'est que Aragon, après, n'en a pas voulu. C'est-à-dire, il a dit, voilà. Donc, c'est quelque chose un peu bizarre, mais c'est l'affaire Aragon, c'est important parce qu'il parle de la liberté de l'art. Le problème, c'est que pour les surréalistes parisiens et pour les bruxellois aussi, il y avait la problématique liée à l'indépendance de l'art par rapport à la politique, c'est ça. Pour les Canariens, c'était pareil. Ils avaient dit, écoutez, l'art n'est pas un parti quelconque. L'art est libre. Et il se veut libre et se voudra libre. Là, c'est exactement ce que la plupart des surréalistes pensaient aussi à l'époque. Voilà. Alors, pour les Ennuyés, vous savez que ici, à la Louvière, il y a eu un groupe qui a été, je dirais que, vraiment organisé par Achille Chavet et qui, lors justement après que Achille Chavet soit rentré de l'Espagne, il était allé lutter pour les brigades, c'est-à-dire dans les brigades internationales pour la République espagnole. Donc merci, parce que pour moi c'est aussi quelque chose de touchant. Et voilà que après sa rentrée, il veut déjà, je crois que c'était en 1938, en tout cas, il va se produire aussi une polémique parce que il paraît que Chavet était devenu, bien sûr, il était communiste, mais de plus en plus, il était devenu anti-trotskiste, pour ne pas dire peut-être stalinien. J'ai les références après si vous voulez les voir. Et le problème, c'est que Messens, au nom de la FIARI, de la Fédération internationale d'artistes révolutionnaires, était intervenu pour dire que non, pour l'empêcher. Et alors voilà que le groupe Rupture se rompt. Et c'est le moment, en 1938 aussi, que se crée, avec Chavet et de Moustier, se crée le groupe surréaliste du Hainaut, qui dure 8 ans aussi. Et puis après, c'est le groupe de la Haute Nuit. Du groupe de Haute Nuit. Voilà. Alors, pour le premier rang assis, c'est Marcel Avrène, n'est-ce pas? André Laurent, qui était aussi l'un des créateurs du groupe, André Bovy et Achille Chavet, bien entendu. Dans le deuxième rang, vous voyez Bob de Plus et Marcel Lefranc, qui était le photographe, qui était celui de droite. Et puis, debout, c'est le troisième rang, Max Michotte et Constant Malva, qui était l'ouvrier du groupe, le prolétaire du groupe. Voilà, alors il faudrait peut-être citer aussi Marcel Pafondry et Albert Ludet comme créateurs du groupe, qui ne sont pas là, qui ne sont pas sur la photo.
il y en a eu aussi d'autres, Max Hervé, Armand Simon, Marcel Dieu, Robert Lefebvre, je crois que oui, Dumont, bien entendu, et Paul Bury. Alors, Achille Chavet, voilà, c'était seulement pour le présenter, vous qui le connaissez bien mieux que moi. Le groupe Rupture, quelles étaient ses caractéristiques? D'abord, je voulais signaler que Messens, qui appartenait au groupe surréaliste bruxellois, mais qui avait des contacts internationaux assez intéressants. Il tenait une galerie à Londres aussi. Et voilà, donc on le lui avait, paraît-il, demandé, et il était présent lors de l'adhésion, c'est-à-dire de la création de Rupture. Création de Rupture, et donc adhésion au surréalisme. Alors, je vous avais parlé aussi de la connaissance du surréalisme dans le Hainaut. Voilà, la bibliothèque de l'Athénée provincial du centre, en Morlan-Welz. Vous m'apprenez parce que je voudrais bien prononcer. Morlan-Way, c'est ça? Morlan-Way, voilà. Et il y a aussi la conscience révolutionnaire du groupe. Il me semble qu'il faut aussi en parler. Parce que surtout, enfin, pour ce qui me concerne dans cette conférence, Achille Chavet a été bien touché des grèves minières, parce que c'est le moment des grèves minières, et voilà que cette conscientisation il ne l'a jamais abandonné. Ce qui aussi est à remarquer. Alors, l'affiliation était donc une filiation politique aussi par rapport au surréalisme. Enfin, c'est-à-dire il y avait cette conscience révolutionnaire qui était là-dedans, culturelle, parce qu'il y avait aussi tous ces mouvements d'anticulture avant la lettre, et personnel. Pourquoi? Parce qu'il y avait aussi une libération, il y a une coquille, donc libération poétique, libération que la poésie aussi, disons, nous donnait, mais aussi libération donc de Dieu et la libération. En tout cas, il y avait un sacré, mais un sacré qui n'avait rien à voir avec la religion, mais avec le fait même de vivre. Et ça rejoint absolument la pensée, n'est-ce pas, surréaliste, parisienne surtout, donc bretonienne, absolument. Et puis voilà, le lien avec Dada aussi. Voilà. Alors, je voudrais signaler que pour l'exposition de La Louvière, il faut parler des tendances contemporaines, qui était un cercle d'art créé par Robert Liard, Max Michotte et André Laurent. Et il paraît que c'est suite aussi à un événement un peu malheureux autour d'une toile de Robert Liard qui avait donc peint une femme enceinte, c'était aussi le titre de la toile, du tableau, et qui a été censuré. Mais c'était il paraît, un hommage pudique à la maternité, mais il a été censuré. Alors voilà pourquoi ils se sont donnés comme objectif de faire connaître les tendances les plus diverses de l'art moderne. Et bien sûr que le groupe Rupture, ils s'y sont joints très rapidement, surtout pour répondre à cette, je cite, provocation moralisatrice des classes dominantes. Cette provocation, vous me permettrez de le dire, cette provocation moralisatrice qui, de nos jours, a envahi l'Espagne. Je viens de savoir les résultats des élections. Vox, qui est un parti d'extrême droite, vient de remporter, de devenir la troisième force politique en Espagne. Il y a de quoi s'alarmer. Alors, bon, peut-être, je voulais dire que Mécène se charge,
parce que j'avais commencé, j'avais passé un sujet, se charge donc de la sélection des œuvres et de l'organisation de l'événement, par ses contacts à Bruxelles, Londres et Paris. C'est aussi à signaler. Dans cette exposition, il y a eu 51 œuvres et 17 artistes. On pourrait peut-être, oui, continuer. Donc, j'ai cherché les œuvres et j'ai pas trouvé vraiment. Enfin, j'en ai trouvé quelques-unes. C'est difficile à les repérer sur Internet. Alors, horloge de harpe, oui, on pourrait passer. Je voulais aussi peut-être vous indiquer que l'expérience collective, le tableau magnifique, moi j'adore ce tableau, de l'invention collective de Magritte, c'est-à-dire que les illustrations qui accompagnent, qui sont dans la brochure de l'exposition, ne correspondent pas au tableau exposé. Et c'est exactement le même cas pour Tenerife, on le verra après. D'accord, alors voilà, donc vous avez Dali, Ernst, il y avait... C'était juste pour dire que qu'il y avait 2 Espagnols et il y avait 3 ennuyés, dont bien sûr Magritte, même s'il appartient à l'autre groupe, mais aussi Raoul Michelet, c'est-à-dire Hubac, qui était aussi de Liège, et puis Paul Collinet. Paul Collinet, le poète qui n'était pareil à personne, selon Alain Delaunay. C'était juste pour le signaler. Voilà, parce qu'il m'a semblé intéressant. Il y avait une femme, voilà, une peintre, c'est donc Dora Maar, et qui avait présenté une toile intérieure et qui, à Tenerife, a présenté une autre toile aussi différente, le simulateur. Voilà, c'était juste pour le dire. Alors, le temps avance, on pourrait... Voilà. Messens, la lumière déconcertante, c'est un des tableaux que l'on a pu voir, donc c'est un collage. Puis aussi, donc, Dora Maar, Magritte, Messens, Michelet, Joan Miró. Voilà, ce sont des tableaux les illustrations qui ne correspondent pas. Et voilà, il y en a aussi, parce que il y avait, je vous avais dit, 57 œuvres, mais je voulais aussi seulement attirer votre attention sur Isidore Ducasse, sur le petit morceau de ses poésies, où il, disons, détourne des affirmations de Pascal, et pour justement, après, pour affirmer je dirais, cette rengaine du surréalisme que j'apprécie aussi beaucoup, c'est que la poésie devait être faite par tous et non par un. Alors, je voulais rappeler aussi qu'il y a eu non seulement le jour donc du vernissage, non seulement l'exposition, l'ouverture de l'exposition, mais aussi là, il y a un programme d'une vraie manifestation surréaliste, c'est-à-dire avec des lectures par Irène Amoir et Messens, beaucoup de textes, mais il y avait aussi des textes chantés par Marie, par exemple, Lancelot, de Paul-Éluard, Nouget, et là, avec la musique de Souris, mais il y avait aussi même quelques airs de Clarisse Jourainville, de André Souris, chantés aussi par Marie Lancelot. Donc voilà, en quelque sorte, voilà, je voulais aussi le rappeler. Par rapport à la salle Pascal, l'homme n'est qu'un sujet plein d'erreurs, ces 2 principes de vérité, la raison et l'essence, outre qu'il manque chacun de sincérité, s'abusent réciproquement l'un l'autre. L'autre Hamon avait donc détourné cette affirmation avec un plagiat qui ne l'était pas finalement, pour dire juste le contraire. Donc il a fait ça pendant toutes l'écriture de ses poésies 1 et poésie 2. Voilà, vous pourrez peut-être continuer. Voilà, alors
le séjour à Tenerife. Vous voyez ici, c'est à gauche, c'est le moment où il visite la Tacoronte, c'est-à-dire la ville où Oscar Dominguez avait vécu. Et Breton était tout content, il paraît, parce qu'il voyait les gens qui étaient intéressés. Il ne se rendait pas compte que ce n'était pas eux qui intéressaient les gens, mais Jacqueline Lamba avec ses belles jambes, etc. Donc, il faut aussi le dire. Et il y a aussi, donc à droite, c'est Lopez Torres, vous le voyez, avec un dromadaire, voilà. Et un camello, dit-on aux îles Canaries, un dromadaire. Et voilà, donc en train de connaître et de s'imprégner, n'est-ce pas, de la flore surtout des îles. Parce que faune, il y en a, mais c'est pas ni dangereuse ni très voyante. Bon. On pourrait peut-être aussi continuer, merci. Lors de son arrivée, Breton va prononcer, lors de son arrivée, on va le voir tout à l'heure, mais ici c'est la conférence Art et Politique que Breton, il va y avoir tout un tas de conférences, de manifestations surréalistes, mais surtout des conférences, faites et par les Canariens et par les surréalistes français, surtout bien entendu Breton et Benjamin Perret, parfois traduites bien sûr par les Canariens. Et voilà, on peut continuer. Et voilà, lorsqu'il arriva, il écrit une salutation très belle qui a été publiée dans les journaux de l'île. Et donc, il publie cette arrivée à Tenerife. C'est vrai que Oscar Dominguez lui avait tellement parlé du sable noir, des plages, et enfin de la neige sempiternelle du Teide, etc., il était déjà ébloui par avance. Et lorsqu'il est arrivé, il paraît que son éblouissement continua. Et il a écrit aussi un poème, L'air de l'eau, oui, aussi. Oui. Ou bien sûr. Après, mais si vous voulez, on pourrait aussi parler de ça si vous avez des questions, parce qu'il avait aussi publié, me rappelle Elisabeth Dierks, un poème sur tous ce à quoi il s'attendait. Et voilà. Alors, Agustin Espinosa, je voulais faire, justement, oui, d'Agustin Espinosa, je voulais dire qu'il était le passeur du surréalisme aux Canaries. C'est-à-dire, Dominguez, c'était celui qui avait connu le groupe et qui avait déjà, aussi par son amitié avec Westerdal, avait en quelque sorte préorganisé l'arrivée des surréalistes. Mais c'est Agustin Espinosa qui était agrégé de lycée et de français et qui parlait français et qui connaissait très bien le surréalisme et qui donc c'était le passeur du surréalisme, je répète, aux Canaries. L'exposition à Tenerife, bien que l'exposition à la Louvière se tint dans le salon de Flamand, il paraît que c'était un lieu délabré, mais qui correspondait très bien à cet esprit surréaliste de révolte et de destruction aussi, d'une société caduque, etc. J'avais en rencontre. Ici à Tenerife, c'était dans une salle de l'Athénéo qui était très bien, etc. Enfin, vous voyez. Alors, conclusion, après avoir comparé les deux expositions, il n'y a même pas une seule toile que je sache. Ah non, peut-être celle de Max Ernst intitulée Oiseau. On ne sait pas, parce qu'il a peint pas mal de toiles, des traits oiseaux, on ne sait pas si c'est le même, mais en principe, il y a aucune œuvre qui se soit répétée.
peut-être parce que c'était organisé par Breton, donc il avait aussi ses contacts et des fonds, voilà. Et de l'autre côté, c'était Messens, donc lui aussi, il avait des contacts, et voilà, c'était fait. C'est vrai que pour celle de Tenerife, il y avait 5 toiles qui s'étaient répétées de l'exposition de Copenhague, et voilà, je termine parce qu'on me regarde. Merci de votre patience. Voilà. Mais merci beaucoup, Patricia. J'ai repris un peu mes esprits par rapport à tout à l'heure et je vais me rattraper en excusant Didier Caille, ce qui fait que j'étais un peu prise à l'imprévu, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque quand j'ai pris la parole, je venais d'apprendre que je devais présenter l'événement, ce qui n'est pas toujours facile. Alors, j'ai complètement oublié d'excuser Didier. J'ai aussi oublié de remercier le Central de sa collaboration, de sa participation à la mise en place de l'événement. Puis j'ai oublié de remercier quelqu'un sans qui l'événement n'aurait pas pu se passer comme il s'est passé. C'est Aurélie qui a aussi compensé notre Aurélie Williams, qui est l'archiviste du Délibule, sans qui rien n'aurait été. Et elle est aidée de Rosaria. Et puis, je vais aussi remercier le Stuart et la famille Pescator. Alors, au Central, c'est toute l'équipe que je remercie et j'ai peur d'oublier des noms, donc je ne les citerai pas. Voilà. Merci beaucoup. Je vais passer maintenant la parole à Isabelle Dirks. Isabelle, qui est une Bruxelloise qui est tombée en amour de Tenerife il y a bien des années. Je ne sais pas si elle tient à préciser. Et qui a réalisé un film tout à fait intéressant, vous allez le voir, qui va, pour ceux d'entre vous qui ont déjà voyagé de ce côté-là, qui va vous surprendre incontestablement. Peut-être que vous savez tout ça, mais enfin, moi, je l'ai découvert en tout cas avec beaucoup de plaisir. Voilà, je passe la parole donc à Isabelle, une demi-bruxelloise et demi-ténérifienne, c'est comme ça ? Ténerfénienne. J'ai beaucoup de difficultés à retenir ce mot. Voilà. Bon, merci encore une fois à tout le monde, à Christine pour son accueil chaleureux, à la ville de la Louvière, au Délibule. D'abord, je voudrais dédier cette projection à Domingo López Terés, qui est, donc, comme vous l'a expliqué Patricia Parejo, qui a disparu au moment de la guerre civile espagnole, en signe de résistance, et puis à cause du résultat des élections, de la montée de l'extrême droite en Espagne et partout dans le monde. Alors, tant l'écriture que la réalisation et même la production de ce film sont étroitement liées au surréalisme. Mais en fait, il ne s'agit pas de considérer le surréalisme comme un mouvement artistique poussiéreux qui aurait surgi il y a plus de 80 ans, mais de l'envisager comme une attitude vitale, une façon d'être au monde et de résister qui est plus que jamais d'actualité. Donc moi, je suis persuadée que le véritable réel est beaucoup plus riche, plus poétique et plus profond que ce qu'on veut nous faire prendre pour le réel. Donc, dans le film, cette attitude surréaliste, comme vous allez le voir, se manifeste de différentes façons. Alors, tout d'abord, au niveau de l'écriture, on a voulu laisser le scénario ouvert à ce qui surgissait au moment des repérages, puis après au moment du tournage. On a aussi été attentif aux rêves, aux autres éléments de fiction qui apparaissaient pendant le tournage, et donc on a voulu leur laisser une place, ce qui était un peu difficile pour la production, puisqu'il fallait chaque fois s'adapter au hasard. Mais j'ai eu la chance d'avoir une société de production à Tenerife qui était ouverte à ce genre de petites choses surréalistes. Voilà.
Et alors, d'abord, et bien sûr, on s'est aussi laissé guider par tout ce qui nous émerveillait. Donc, parce que le sentiment d'être émerveillé, d'être amoureux, est vraiment quelque chose qui est essentiel pour les surréalistes. Et bon, c'est pas l'amour gnangnan comme on voit dans les téléréalités, c'est vraiment l'amour en tant qu'une force révolutionnaire qui transforme le monde. Et cette capacité de s'émerveiller, il faut quand même le signaler, c'est aussi l'autre face de la capacité de s'horrifier. Et donc, une des choses qui est aussi à la base de ce film, c'est vraiment le véritable sentiment de nausée que j'ai ressenti quand je suis retournée aux Canaries en l'an 2000 et il y avait une vague de spéculation terrible. Et bon, et maintenant, ça ne s'arrête pas. Il y a une autre vague de spéculation et ça continue. Donc, il y a des pans entiers de ces îles qui disparaissent chaque fois. Et donc, je pense que le saccage d'un lieu aussi emblématique que les îles Canaries, c'est quelque chose qui nous concerne tous, parce qu'en fait, on vit dans un monde qui est en train de s'enlaidir de plus en plus. Et je pense que cette volonté d'enlaidissement du monde va vraiment en main dans la main avec une volonté d'enlaidissement de notre espace intérieur. Donc voilà, je vous convie, si vous partez en voyage aux Canaries, à vous ouvrir à sa dimension surréelle, parce que comme vous avez vu, il y a des universitaires aux Canaries, il y a des surréalistes, il y a tout un monde, il y a toute une histoire, et cette histoire est tout le temps gommée par les tours opérateurs. Donc voilà, il y a aussi des mouvements de lutte, des pétitions qui circulent pour protéger l'archipel. Il y a de la musique canarienne que vous verrez après. Voilà, bon, je vous souhaite une bonne vision. Merci d'être là.